Vous écoutez Ose être toi avec Amanda, le podcast qui vous accompagne sur le chemin de l'authenticité et des relations qui font du bien. Ici, on parle de tout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus libre et pleinement vivant. Dans chaque épisode, je vous propose des pistes de réflexion et des clés concrètes avec douceur, audace et humour pour vous décomplexer et vous déculpabiliser. Parce qu'être soi, c'est un sacré voyage. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien, à le liker et à laisser un commentaire, parce que c'est grâce à vous s'il continue d'exister, de grandir et d'inspirer d'autres personnes. Allez, c'est parti. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous continuez à avancer, que vous allez de compréhension en expérimentation, puisque maintenant que vous me connaissez, vous savez que je prône l'expérimentation. Je vous invite vraiment à aller essayer, appliquer, mettre en place des choses dans votre environnement, dans la matière, de vivre des aventures et pas seulement rester dans votre tête. Et alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est très important et je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de vous en parler, parce que si vous êtes accompagné par moi ou que vous me connaissez, vous m'avez déjà sûrement entendu parler de nombreuses fois de ce concept d'impuissance ou de ce sentiment d'impuissance, et puis j'y reviendrai, mais il y a autre chose que je dis très souvent à ce sujet-là. Peut-être parce que c'est un sujet d'envergure et que j'avais besoin de processer des choses avant de pouvoir vous en parler. Et donc nous voici aujourd'hui, je suis prête. Donc ça y est, c'est là. Qu'est-ce que c'est l'impuissance ? On va pas parler aujourd'hui de l'impuissance masculine ou érectile, même si ce serait très intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, si vous écoutez désormais le Love Talk Show, l'émission que j'anime avec Antoine Géraud tous les mercredis soirs à 19h30, lors de notre dernière émission, nous avons invité une sexothérapeute qui s'appelle Majda Gayourdé, et nous avons parlé de sexualité avec beaucoup de liberté, et c'était passionnant, j'ai adoré cette émission. Je vous invite à l'écouter en replay si vous n'étiez pas là. Et je réfléchissais depuis cette émission au fait que j'avais de plus en plus envie de vous parler de sexualité, du corps, de se réapproprier son corps. Et j'aimerais bien avoir vos retours, savoir si ça vous intéresse. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, le sentiment d'impuissance, ici, on parle de l'impuissance fondamentale, de l'impuissance existentielle, donc de l'impuissance de l'être humain, en fait. Tout être humain connaît ce sentiment-là. On ne peut pas y couper. Et dans notre vie, nous allons mettre tout un tas de mécanismes de défense, de stratégies, pour nous protéger de ce sentiment d'impuissance. Parce que, vraiment, je crois que c'est la chose la plus douloureuse et désagréable à ressentir dans la vie. En tout cas, c'est mon avis à moi. Pour moi, Amanda, c'est la chose la plus désagréable à ressentir. Et pour se défendre de ça, on va mettre en place des stratégies que j'appelle dramatiques. Les stratégies dramatiques, ce sont des stratégies qui nous protègent ou qui nous apportent un semblant de confort, ou parfois un confort réel, mais qui nous coûtent très cher et qui nous coûtent bien souvent plus cher que ce que ça nous apporte, que ce que ça nous protège. D'abord, j'aimerais vraiment vous expliquer ce sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance, c'est quand quelque chose nous échappe, quand on voudrait agir ou obtenir quelque chose et que ça n'est pas possible. Ça s'éloigne de nous, ça nous échappe, il y a quelque chose d'impossible et ça va nous confronter à la douleur ou à nous-mêmes, à nos limites, aux limites de l'autre et de la vie. Et c'est vraiment très désagréable. Et il faut bien savoir que nos égos, s'il y a une chose qu'ils détestent, c'est la limite, c'est de ne pas pouvoir. Notre ego, il aspire à la toute-puissance.
Et donc, c'est insupportable pour lui de voir qu'il n'est pas tout-puissant, qu'il n'est pas omnipotent, comme on dit dans le jargon. Et donc, il va toujours chercher des solutions pour fuir ce sentiment d'impuissance. Donc, tant qu'on n'a pas appris à rester dans l'incertitude, dans quelque chose d'immobile, dans le non-faire, dans l'acceptation de ce qui est, alors on va chercher à contrer ça pour se donner l'illusion qu'on y peut quelque chose. Et on va essayer de contrôler, de réparer, d'agir là où on n'a pas beaucoup de possibilités. Évidemment, ça mélange plusieurs émotions, donc il va y avoir la peur, la tristesse, parfois il peut y avoir même de la honte à ne pas pouvoir agir. Et ça vient nous toucher dans le plus profond de notre être. Parce qu'en fait, l'impuissance existentielle, c'est la conscience que la vie ne nous obéit pas, qu'on ne peut pas contrôler la vie, que c'est un réveil parfois ou un rappel brutal que nous ne sommes pas Dieu. Que vous croyez en Dieu ou pas, vous avez en tout cas la représentation de Dieu. Eh bien, nous ne sommes pas Dieu. Et donc, il y a des choses qui vont sans cesse nous échapper. Et à la fois, c'est douloureux et en même temps, il va y avoir des bénéfices à accepter cette impuissance. Et ça, je vais y revenir parce que si c'était juste douloureux, il n'y aurait pas un grand intérêt. Mais maintenant, si vous m'écoutez régulièrement, vous commencez à le savoir. Toute chose vient avec un inconvénient et un avantage, avec un coût et un bénéfice, avec un risque et une opportunité. Et il y a vraiment un grand intérêt à se tranquilliser dans notre impuissance. Avant d'aller plus loin, je voudrais ici distinguer deux choses. Il y a deux formes d'impuissance, selon moi. Il y a ce qu'on appelle l'impuissance apprise, et je vais développer, et l'impuissance réelle. L'impuissance réelle, vous l'aurez compris, c'est quand en effet il y a quelque chose qui m'arrive et que je n'y peux rien. Je ne peux rien faire à ça, je ne peux rien y changer. Quoi que je fasse, ça ne m'appartient pas. Et c'est la formulation dont je vous parlais en introduction de cet épisode. Et alors je rigole en disant ça parce que c'est vraiment une phrase que je répète très souvent et qui ne vous plaît pas du tout généralement. J'avais une patiente avec qui c'était presque devenu un running gag. Et donc, dans ces moments-là, la phrase qu'on n'a pas du tout envie d'entendre, c'est « ça ne t'appartient pas ». Et je me le dis très souvent à moi, je me le rappelle à moi-même. Et je vous le dis souvent à vous, parce que tant qu'on n'accepte pas cet état de fait, ça va nous coûter très cher. Il y a plein de choses dans la vie qui ne nous appartiennent pas. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. Ce serait quand même triste si tout dépendait de nous, je crois. Il n'y aurait plus de surprises, il n'y aurait plus d'imprévus, il n'y aurait plus ce que notre pensée n'avait pu imaginer, il n'y aurait que du prévisible, du contrôlé. Moi, j'aimerais pas du tout vivre dans ce monde-là, même si, à bien des égards, parfois, ça me paraît plus sécure, plus confortable, moins douloureux. C'est une illusion. Donc ça, c'est l'impuissance réelle, ça ne m'appartient pas. Et il y a l'impuissance apprise. Pour vous définir l'impuissance apprise, d'abord, il y a une anecdote ou une métaphore, ou plutôt comme une parabole que je raconte souvent, c'est l'histoire de l'éléphant. L'histoire de l'éléphant, c'est un petit garçon qui va au cirque avec son grand-père. Et il voit un spectacle d'éléphants. C'est la première fois dans sa vie qu'il voit un éléphant. Un animal immense, majestueux, puissant, plein de grâce. Et il est fasciné par cet animal, qui dégage une force incroyable. Et ce souvenir devient un souvenir fort. C'est un souvenir qui reste gravé, très vif dans son esprit. Et puis les années passent, le petit garçon grandit et devient adulte,
Et un jour, il recroise un cornac avec ses éléphants. Et l'un des éléphants est attaché par une toute petite chaîne à un petit pieu planté dans le sol. Et là, il ne comprend pas. Vraiment, il regarde ça, ça lui semble complètement absurde. Comment un animal d'une telle force, d'une telle puissance, peut-il rester là, sans bouger, alors qu'il lui suffirait d'un seul geste pour se libérer et pour balayer la petite chaîne et le petit pieu? Alors, il pose la question au cornac. Et le cornac lui répond « Eh bien, c'est très simple en fait. Quand ils sont tout petits, éléphantaux, on les attache et ils essayent de partir. Mais ils n'y arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Et une fois arrivés à l'âge adulte, eh bien, ils n'essayent plus. Persuadés qu'ils ne peuvent pas. » Ça, c'est l'impuissance apprise. C'est que quand nous étions petits, quand nous étions enfants, il y a plein de choses que nous ne pouvions pas faire. Nous n'avions pas les ressources, pas les moyens. C'était pas possible. Et on a construit une représentation du monde, une cartographie, selon laquelle, en fonction de ses croyances et de ses conditionnements, et donc selon laquelle il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Et on croit qu'on ne peut pas et que ça ne nous appartient pas. Là où en fait, on aurait des leviers, des moyens d'action, on aurait un pouvoir, le pouvoir d'agir, le pouvoir de faire. Et très souvent, ce que j'observe, c'est qu'il y a une confusion entre l'impuissance réelle, dont on va se défendre et avec laquelle on va se débattre en permanence, et l'impuissance apprise, où on ne va pas essayer, on va capituler, on va abandonner, alors qu'on aurait plein de ressources, on aurait plein de moyens, et puis il y aurait peut-être des gens qui pourraient nous aider dans ces domaines-là. On pourrait apprendre à demander de l'aide, on pourrait déployer notre énergie, apprendre. C'est vraiment ça, c'est faire un apprentissage pour régler des situations. Et ça, je trouve ça vraiment très triste, l'impuissance apprise. Et tout mon travail consiste à vous permettre d'accepter là où vous êtes impuissant et impuissante et à déployer des ressources, des possibilités là où vous avez cru que vous l'étiez, mais où vous ne l'êtes pas en réalité. Pour moi, ça, c'est vraiment le travail de thérapeute. Si je devais le définir, ce serait ça. C'est d'identifier et de vous montrer où est-ce que vous êtes attaché à un pieu imaginaire. À l'image de l'éléphant, cet animal si majestueux qui pourtant n'a pas conscience de sa puissance. Et comme vous savez que j'aime vous poser des questions et aussi vous challenger, ici j'aimerais vous demander que vous puissiez être dans une forme d'honnêteté radicale, comme toujours, avec vous, et que vous puissiez vous demander, actuellement dans ma vie, quel est mon pieu invisible ? Un pieu qui n'existe plus et auquel je reste attaché. Cette petite chaîne que je confonds avec la réalité. Et je vous invite à mettre des choses en place pour vous libérer, pour vous rendre compte que vous êtes capable de bouger, que vous pouvez avancer et que vous pouvez vivre cette situation différemment désormais. Je vois le temps qui tourne et comme j'aime pas faire des épisodes à la rallonge, je préfère que ce soit plus court et que ce soit digeste pour vous et que vous puissiez vraiment en profiter. Je vais séparer en 2 temps. Et donc aujourd'hui, on va poursuivre sur ce qu'est l'impuissance. Et la prochaine fois, je vous donnerai les mécanismes, plutôt des stratégies dramatiques qu'on utilise pour se défendre de l'impuissance, pour que vous puissiez vraiment les identifier et que vous puissiez petit à petit sortir de ces mécanismes nocifs là, parce que vraiment, c'est des mécanismes qui vous coûtent très cher dans la vie. Donc, on poursuit, on continue à décortiquer tout ça. Je voudrais introduire ici un auteur qui est un de mes auteurs préférés et qui s'appelle Irvin Yalom. Alors, qui est Irvin Yalom ? Irvin Yalom, c'est un psychiatre et psychothérapeute américain qui est né en 1931 et qui est à l'origine du courant de la psychothérapie existentielle et humaniste.
Et en fait, c'est un homme qui a consacré sa vie à explorer de grands thèmes et surtout à développer la psychothérapie d'une manière très belle et très humaniste. Et ces thèmes phares, ce sont... Alors, c'est pas... comme ça donne pas super envie, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est la liberté, la solitude, la question du sens existentiel et la mort. Et il a écrit... Alors, c'est très empreint de philosophie parce que c'était un passionné de philosophie. Il a écrit des romans philosophiques et psychologiques qui sont... Mais c'est vraiment un régal. Il a, par exemple, écrit « Et Nietzsche a pleuré », où il imagine la psychothérapie fictive de Nietzsche. Et c'est passionnant. Et en fait, dans ces romans, avec vraiment une histoire un peu à suspense, il nous prend dans le jeu et il nous transmet la philosophie de Schopenhauer dans un autre livre. Qu'est-ce qu'il a écrit ? Il a écrit sur Spinoza aussi. Et c'est vraiment des livres qui sont d'une qualité incroyable et qui se lisent très facilement. On les dévore. Et surtout, il a une manière de voir la vie et de voir l'être humain qui est fabuleuse et qui est très inspirante. Donc je vous recommande Irving Yalom. Notamment, il y a un petit bouquin qui s'appelle L'art de la thérapie, qui est un bijou. Voilà. Alors, pour Irving Yalom, donc, l'impuissance est au cœur de sa pensée, de sa théorisation et de sa manière de pratiquer. C'est pour ça que je vous parle de lui. Il considère que certaines réalités sont inévitables. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a la mort, la liberté, la solitude fondamentale et la question du sens. Et en fait, face à ces réalités-là, nous nous sentons impuissants. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. On ne peut pas les supprimer et on ne peut pas les contrôler. Donc c'est structurel en fait ce sentiment d'impuissance. C'est pas du tout pathologique, c'est pas un symptôme, ça fait partie de notre nature humaine, ça fait partie intégralement de notre vie. Notre vie, elle commence par notre naissance et évidemment en fait notre conception, notre vie fœtale, parce qu'il se passe déjà des choses dans notre vie fœtale qui sont très importantes. Mais la vie commence au moment de notre naissance et se termine au moment de notre mort. Et ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. On aura beau faire des pieds et des mains, se rouler par terre, agiter ciel et terre, on ne peut pas changer ça. Et comme évidemment c'est immensément douloureux de faire le constat de ça, alors au départ, après on trouve des solutions pour se tranquilliser avec ça, mais il y a aussi des étapes de vie dans lesquelles ces thématiques, elles reviennent. Et elles sont plus douloureuses qu'à d'autres moments. Mais comme c'est immensément douloureux de voir notre condition humaine et de voir la condition humaine des gens qu'on aime, alors on va sans cesse essayer de créer des illusions de contrôle. Alors, ça peut être intéressant parce qu'on va se créer des routines, on va créer des projets, on va avoir des croyances, on va créer des relations, établir des relations. Et tout ça, c'est pour éviter de sentir à quel point nous ne contrôlons rien, à quel point ça ne nous appartient pas. Sauf que plus on s'accroche à l'illusion qu'on contrôle, plus la vie finit par nous ramener à la dure réalité de notre vulnérabilité, à la dure réalité que c'est pas vrai, c'est une illusion. On essaye de se faire croire au Père Noël quand on croit qu'on peut contrôler la vie. Et au moment où tombent ces illusions, il y a des symptômes qui apparaissent. Alors il peut y avoir beaucoup d'angoisse, il peut y avoir un grand sentiment de solitude, il peut y avoir un grand sentiment de douleur. Et en même temps, c'est à ce moment précis qu'il y a un travail thérapeutique qui s'amorce, qui est rendu possible, et c'est souvent à ce moment-là qu'on va taper à la porte d'un thérapeute, qu'on va essayer de trouver de réelles solutions. Donc, à la fois, c'est dévastateur,
Si vous aimez la spiritualité, vous avez peut-être entendu parler de la nuit noire de l'âme. C'est un moment de dénuement, de dépouillement, où vous avez l'impression que on vous retire tout ce que vous aviez, tout ce qui tenait la route. Et c'est très douloureux. Et en même temps, c'est à partir de là qu'on va pouvoir créer de vraies fondations, des bases solides, structurantes et structurées, qu'on va gagner en solidité, en sécurité, en consistance. C'est souvent à l'occasion d'un événement ou d'un choc, d'un événement dramatique, d'un choc émotionnel, que les choses prennent une tournure différente et à terme prennent une saveur différente. En fait, c'est comme un éveil. On se met à vivre. Le jour où on est en prise directe avec notre impuissance, c'est aussi le jour où on se réveille. On arrête de s'endormir, on arrête de s'anesthésier, on arrête de s'illusionner, d'être... Parfois, il y a des gens qui, pendant très longtemps, sont comme des morts vivants. Ils sont très coupés d'eux-mêmes. Et à l'occasion d'un événement de vie, de quelque chose qui se produit, que ce soit une séparation, que ce soit le deuil de quelqu'un, une perte, que ce soit la perte d'un travail, ça vient remettre en question notre système de croyances et tous nos conditionnements. Et à partir de là, ça va ouvrir. Donc c'est pas tant, parce que je prône pas non plus l'idée reçue selon laquelle les traumatismes nous transforment et sont bénéfiques. Ça c'est pas vrai. Les traumatismes, si on peut les éviter, on les évite. Hein. En revanche, c'est ce qu'on va en faire. C'est la manière de les appréhender, la manière de les vivre et surtout notre manière de transformer ça qui va nous amener parfois à une guérison vraiment profonde qui dépasse le traumatisme en lui-même ou l'événement dramatique en lui-même. Donc, c'est de faire appel à vos capacités de transformation, de discernement, de ressources, de lucidité, de sensibilité, pour pouvoir devenir, certes, plus vulnérable, mais aussi beaucoup plus humain. Et alors je vous disais qu'il y avait des bénéfices, heureusement, à accepter notre impuissance, à se tranquilliser avec notre impuissance. Et tout ce que je viens de vous dire là, c'est vraiment au cœur de la pensée d'Irvin Yalom. Et quand on accepte de plonger dans cette impuissance, en fait, il y a une grande liberté. C'est même c'est la véritable liberté qui émerge. C'est celle de choisir notre attitude, celle de choisir notre perception des choses, de choisir notre engagement, de choisir de rester en présence ou de quitter une situation, une personne. C'est retrouver notre liberté de choix, de ne plus être en proie à la peur, à la fuite, à tout ce que je développerai dans le prochain épisode, mais vraiment de se choisir soi, et en se choisissant soi, on choisit, on priorise les choses qu'on aime, les personnes qu'on aime. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un qui découle de l'autre. Et je vous invitais dans le dernier épisode à vous choisir vous-même et à vivre votre vie. C'est pas pour la vivre seule. C'est pour la vivre accompagnée, évidemment, parce que Irvin Yalom aussi, et pas que, parle du sens de l'existence. Pour moi, l'existence n'a pas de sens si c'est pour être seul. Alors bien sûr, on est seul du début à la fin, parce qu'il n'y a que nous pour vivre notre vie, et en même temps, on est aussi là pour vivre avec les autres, pour composer avec, pour aimer et être aimé. Pour établir des relations, pour être ensemble, pour s'unir. Voilà. Pour terminer, quand tu ne peux plus rien faire, il ne reste plus qu'à être. Et c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, parce que notre culture, notre société valorise l'action. Faire, trouver la solution, résoudre l'équation.
On nous apprend à gérer, à résoudre, à avancer, mais pas à rester. Et l'impuissance vient casser cette illusion du « je peux faire quelque chose, je peux toujours faire quelque chose ». Elle nous met face à une autre forme de puissance, celle de la présence, celle d'être là, sans fuir, sans agir, juste habiter ce qui est, accepter ce qui est. Et c'est là qu'on peut découvrir une autre dimension de soi, plus vaste, plus calme, plus vrai aussi. C'est passer du faire à l'être. C'est cesser de se battre contre le réel. C'est reconnaître que parfois, l'action la plus juste qui soit, c'est la présence consciente. Et paradoxalement, c'est souvent à partir de là que le mouvement revient, naturellement, sans effort, que quelque chose se produit et nous apporte ce dont nous avions besoin. Alors, ce sentiment d'impuissance, on le vit toutes et tous. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ça ne s'arrête pas là. Quelque chose de plus grand et de plus beau nous attend. Et comme on a peur et comme on ne sait pas ce qui nous attend, comme c'est incertain, alors c'est là qu'on s'agite, on s'anesthésie, on accuse les autres ou l'autre, on se coupe. On invente 1000 manières d'éviter de sentir cette impuissance et cette incertitude, tout en restant enfermé dedans. Et c'est de ça qu'on parlera la prochaine fois, des mécanismes de défense, des réflexes humains qui sont à la fois très touchants et en même temps parfois complètement absurdes et qu'on met en place pour ne pas sentir notre vulnérabilité. Parce que comprendre ces stratégies, c'est déjà commencer à retrouver du pouvoir sur soi. Et alors, évidemment, pour conclure, je vais vous laisser avec une citation de Irvin Yalom, comment faire autrement après vous avoir autant loué son intelligence émotionnelle et humaniste. Et il nous dit « Nous ne pouvons pas guérir de la condition humaine, mais nous pouvons apprendre à en faire quelque chose de beau. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de découvrir votre impuissance et de mettre plus de présence et de conscience partout où vous le pouvez dans votre vie. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.